Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Ce matin où il y a une très belle éclaircie sur Alger, mais bien sûr, je ne suis pas la meilleure placée pour en parler. Dans un moment, Amel Laribi sera avec nous pour un point météo. Mais avant, essayons de vous donner les grandes lignes de cette matinale où vous aurez à rencontrer votre conteuse pour certains préférée. Il s'agit de Siham Kenouch qui viendra pour ses contes envoûtants et ses légendes vraiment qui nous happent à chaque fois. Et puis, côté invité, dans cette matinale, nous parlerons d'entrepreneuriat et de solutions innovantes grâce à la présence parmi nous des représentants d'un incubateur, un accélérateur, on l'appelle aussi. Donc, on va parler du rôle des accélérateurs et des incubateurs pour justement le secteur de l'entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs sont souvent pris en charge par ces incubateurs. Aujourd'hui, justement, nous aurons à l'honneur le Set2 Hub qui, d'ores et déjà, a lancé un très beau challenge en direction des jeunes et des moins jeunes, bien sûr, pour offrir des solutions en faveur du climat. Ça s'appelle The Algerian Climate Change Challenge. Voilà, il y a beaucoup de tchè dans cette phrase. Mais bon, on y arrive quand même. Merci encore une fois d'être là. Donc, nous parlerons également dans cette matinale d'une initiative des plus louables qui concerne le corps médical. Et oui, les jeunes médecins ont décidé de s'unir en association et d'offrir de leur temps à ceux qui en ont besoin. Et puis, donc, cette caravane médico-chirurgicale dont on parlera tout à l'heure avec nos invités, vraiment donne la chair de poule. Leurs actions ont permis justement de sauver des vies, ont permis aussi d'aider des personnes très enclavées et des populations aussi des plus reculées dans le pays. Donc, on verra ça tout à l'heure avec la présence parmi nous du docteur... bon, je ne me rappelle plus. C'est pas grave, on en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis, dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de retrouver un chef d'entreprise, une entreprise qui est parmi les leaders dans le domaine énergétique et surtout la création aussi d'opportunités dans le domaine du photovoltaïque. Donc, ils sont vraiment très, très appréciés par les travaux et les réalisations vraiment déjà menées à bien dans différents projets, Donc, on aura le plaisir de les recevoir dans un petit moment pour parler justement d'énergie renouvelable avec justement cette équipe en particulier. Merci encore une fois, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie, où nous parlerons également de sport en fin d'émission. Mais avant, place aux nouvelles du ciel avec Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Je parlais d'une éclaircie Oui. sur Alger. Je ne sais pas plein s'il dedans. en est de même pour les autres régions du pays. Un peu. Un peu. Mais surtout le Sahara où on aura quelques pluies. Voilà, on va suivre votre regard. Il penche déjà vers les cartes, alors on va faire comme vous. Exactement. Merci. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale dans les vallées de l'ouest et le centre du pays. Puis le ciel restera dégagé, un peu nuageux tout au long de la journée. Par contre, à l'est, eh bien, on aura des passages nuageux. Ces nuages sont parfois denses, qui peuvent donner quelques pluies résiduelles. Mais une petite amélioration se fera sentir, mais en fin d'après-midi vers ces régions. La moitié sud aussi des passages nuageux vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, les Oasis et le Sahara central avec quelques pluies. Ces pluies seront parfois sous forme d'averses du côté de Tindouf. Ailleurs, eh bien, le temps restera partiellement voilé avec une tendance orageuse cette fois-ci vers Borj Bedi Mourtar et à noter des soumons de sable cette fois-ci vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, les Oasis et le Sahara central. Donc soyez très très prudents. La visibilité va être un peu réduite vers ces régions. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt fraîches avec l'arrivée de la neige. Et Météo Algérie a prévu 9 degrés seulement du côté de Djelfa, également Tébessa, 10 degrés à Batna, 11 Constantine, 15 degrés à Tizi Ouzou, 16 Alger à Naba, 17 Oran, 12 degrés à Tiaret, 19 à Tlemcen, au sud 16 degrés du côté de Gardaya, 15 à Biskra, 18 Béchar, 29 à Idizi, 24 Tindouf, 23 à Drar, 25 à Insalah, 29 degrés à Tamanrasset, 30 degrés à Janet et enfin le maximum
maximum cette fois-ci vers l'extrême sud, plus exactement Bodj Bedjmourtari Ingazem avec 37 degrés. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes. Et les vents seront de secteur est vers les côtes ouest et centre, mais nord à nord-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où on aura quelques flocons de neige qui intéresseront la ville de Montréal, de la pluie à Vancouver, un ciel partiellement voilé vers Washington, Miami, également Dallas, un temps couvert vers New York, mais un beau soleil régnera en Californie, également Mexico. Le mercure affichera un minimum de moins 3 degrés à Montréal, 12 à Vancouver, 9 à New York, 15 à Washington, 26 Miami et Mexico et le maximum cette fois-ci en Californie avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel Laribi, merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée également. Excellent choix aussi de la part de l'équipe qui est en régie. C'est ce morceau musical qu'on a écouté en même temps que le sommaire. Il était signé Mimi Dalouette, donc cet artiste qui nous a quittés il y a quelques années, Voilà. donc qui était doué pour l'harmonica, qui a fait des reprises extraordinaires de tout le patrimoine vraiment D'accord. chanté en harmonica, bien sûr. Voilà, je voulais quand même souligner cet aspect. Et puis, bien sûr, celle qui adoucit les mœurs est toujours notre manière à nous de souhaiter la Exactement. bienvenue à nos invités donc d'aujourd'hui et également à ceux qui nous suivent ce matin. Donc tout de suite une chanson rien que pour vous. Il s'agit du groupe Babylone qui est en duo avec Hamza Namira. C'est une reprise de Kamal Mesroudi, Ya Hasra Ali.
nous a fait plaisir sur le plateau, hein, Siham? Oh oui, Bonjour, n'est-ce pas? C'est Siham. une très très belle chanson, bonjour. Oui, tout à Et fait. belle reprise aussi. Jacques, yes. Je suis entièrement d'accord. Je disais tout à l'heure que nous avions rendez-vous avec des contes envoûtants. C'est vous qui nous avez habitués à ces récits, donc qui nous marquent à chaque Oui, fois. en fait, c'est un récit d'un autre temps, d'une autre époque, mais donc l'histoire et la morale est toujours d'actualité. D'accord. Alors, imaginez dans une très très belle ville où il y a un palais royal, où il y a la princesse qui est souvent dans son balcon, qui domine un petit peu le souk, on va dire, et chaque fois par jour, à une certaine heure du matin, il y a un pauvre mendiant qui passe sous la fenêtre de cette généreuse princesse. Elle l'arrête, elle lui dit de rester là où il est, elle appelle son cuisinier et elle lui demande de préparer un bon pain pour le mendiant, mais à l'intérieur, elle va essayer de mettre une perle ou un diamant. Dans certains contes, une perle, dans un autre conte, un diamant. Un diamant. En tout cas, une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Et le boulanger, donc, s'y met, il met la pierre précieuse à l'intérieur du pain, et le pain tout chaud est remis au mendiant, il leur dit, voilà, quand tu rentres chez toi, tu vas manger ton pain, c'est-à-dire une façon de cacher quand même son geste, parce que, bon, donc, elle cachait la chose précieuse à l'intérieur, donc, du pain. Alors, le mendiant, en rentrant chez lui, rencontre un commerçant. L'odeur du pain va un petit peu titiller les narines. exactement du marchand un petit peu cupide, et il va demander au mendiant de lui acheter son pain. Le mendiant traque tout simplement son pain contre dessous, et le marchand va prendre le pain et il trouve ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit waouh, l'affaire. Ouais. Le lendemain, la princesse, toujours dans son balcon, regarde encore une fois en bas et voit le même mendiant qui repasse. Ah ben, lui dit, ça alors, je lui ai donné hier Une perle, quelque chose oui, de précieux à l'intérieur du pain. Donc pourquoi revient-il aujourd'hui? Elle va demander au boulanger de faire la même chose qu'hier, de placer le diamant à l'intérieur du pain et le remettre le mendiant. Le mendiant va reprendre le même chemin, il arrive du côté du cupide marchand. Le cupide marchand sait ce qu'il y a à l'intérieur et lui dit eh, viens mendiant, viens, il était bon ton pain hier, donne-moi compte 3 sous. Et le mendiant, quelle dette l'affaire, 3 sous, c'est super. Il lui vend le pain, et ça a continué durant 5 jours. Au 5e jour, la princesse s'est demandé où il est cupide, où il est complètement débile, Où il a avalé les perles, mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Elle l'appelle, Oui. bon, alors les gardes vont le faire rentrer jusqu'à la princesse le regarde comme ça, et il lui dit avez-vous mangé le pain qu'on vous donne? Et puis le mendiant répond non. En fait, il y a le marchand qui vend Qui quelque m'accoste chose à chaque fois. et il me l'achète. Alors moi, je l'ai vendu une fois à 2 sous, une fois à 3, une fois à 4. Ah d'accord. Donc le marchand, la princesse a compris que le marchand avait compris de ce qu'il y avait. Il avait découvert le trésor à l'intérieur. Alors elle lui dit tu attends ici. Et elle demande au boulanger de lui confectionner encore, donc lui faire un très très bon pain. Elle lui donne des habits, des vêtements, tout ce qu'il veut et tout. Et elle lui donne son pain avec le diamant encore une fois à l'intérieur. Elle lui dit, celui-là ne le vend pas au marchand. Celui-là, tu vas le prendre chez toi et le manger. Compris? Il lui a dit, compris. Alors, pour que je ne sois sûr, je vais te faire accompagner, toi le mendiant, par un de mes gardes, jusqu'à chez toi, et il te verra en train de manger le pain. Et le mendiant dit d'accord. Alors, en descendant les marches du palais, le mendiant va rater une marche, il va tomber, il va se casser le cou et il va mourir. Oh mon Dieu. À cet instant précis, il y a un ange qui descend du ciel, il va dans la chambre de la princesse et lui dit « Dieu a voulu que cet individu ou cet homme reste pauvre et meure pauvre. Maintenant qu'il a pris sa vie, va la lui rendre. » Oh là 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 là, la morale. Alors, une morale assez dure, oui, Oui. mais qui nous dit « Rzaq Allah ». Tout à fait. Tout à fait. Rzaq Allah. Il y a quelque chose qui vient à vous, que vous tenez dans la main, que vous ne découvrez même pas. Et puis Oui. hop, ça Et disparaît. à chacun sa destinée. Et à chacun sa part. dans Chacun cette sa vie. part,
chacun sa vie, sa destinée. Ce monsieur, ce mendiant, a vécu mendiant et est mort mendiant dans la mendicité. Pourquoi? Parce que c'était sa destinée, c'était comme ça. Donc, rizq ma waslouch. Pourtant, il le tenait dans les mains. Il avait 5 diamants dans la main. 6e, Oui. 6 diamants. À chaque fois, il y avait quand même des diamants cachés dans les pains. Mais à chaque fois, il se faisait avoir et le diamant C'est vrai disparaissait. que nos grands-mères nous ont toujours dit ما تستعجلش رزقك par Oui, parce que exemple. c'est-à-dire que tu vas partir dans l'au-delà. D'accord. Ça veut dire que c'est-à-dire ne te précipite pas pour avoir ton dû sur terre. Lorsque ton dû sur terre va se terminer, c'est-à-dire que tu es prêt à partir, à quitter ce monde. c'est un... Et là, ça veut dire que vous essayez d'aider l'autre, mais si lui ne fait pas d'effort de sortir de son état, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. On fait un effort, on va vers l'autre, on l'aide, mais si lui ne fait pas d'effort, donc laissez-le comme il est. Absolument, j'aime bien. Ça va pas le rendre beau, ça va pas le rendre riche de toute Oui. façon. Et puis ça. En revanche, certaines personnes, sans trop d'efforts, reçoivent des dons de Dieu comme ça, comme ce fameux commerçant qui a eu la chance et voilà. de croiser un Donc, mendiant. au fait, les 5 diamants étaient destinés aux commerçants. celui-ci, et non Allez pas. savoir pourquoi. Peut-être il avait des dettes, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il devait remplir. Il allait peut-être bien les utiliser, etc. Mais le mendiant, c'était sa destinée de mourir. Mendiant et pauvre. Du coup, il n'a jamais eu ces trésors cachés dans son pain, qu'il n'a jamais osé manger, mais il a vendu, quoi. Non, n'empêche que le commerçant aurait pu avoir un petit peu d'indulgence. Je me dis, un petit peu comme ça. Non, mais en parmi fait, les trois. c'est pour aller dans la moralité. Quand l'ange descendra du ciel, lui dit, bah oui, voilà, Dieu, a maintenant, voulu a qu'il pris termine sa vie pauvre. Voilà, son âme est montée au ciel, pauvre. Elle va la lui rendre. Tu peux pas la lui rendre, Impossible. parce que c'est comme ça. On peut pas faire de miracle. Oui, absolument. D'accord. C'est comme ça. C'est une morale. Cette histoire est racontée un petit peu partout à travers l'Algérie, même au sud. On la raconte au sud aussi. Et je trouve qu'elle est macabre, peut-être. Oui, c'est un conte algérien, donc. C'est un conte maghrébin. Maghrébin, Donc c'est un d'accord. conte, parce qu'on la retrouve aussi avec quelques différences, enfin une ou deux différences en Tunisie. Mais c'est un conte maghrébin. Vous savez, les contes maghrébins voyagent. Il y avait Ce qui est beaucoup de sûr, voyages entre les ce qui est pays. sûr, c'est que c'est pas occidental parce que vous avez tout de suite utilisé le terme souk. Ah non, c'est pas Les occidental. princesses qui. Non, c'est pas occidental. Ça peut être peut-être andalou. Mhm. Il y a une possibilité que ça soit mauresque, andalou, etc. Mais c'est pas occidental du tout. Mhm. Donc, bon, on imagine que faire du bien, c'est bien, mais il faut pas sauver le monde. Mhm. Voilà, je suis méchante. Non, vous ne l'êtes pas, vous l'avez jamais été, Sihem. En fait, voilà, c'est l'expérience humaine qui est un petit peu reflétée par ces contes et légendes que vous nous apportez. Écoutez, chaque légende, chaque mythe et chaque histoire a quelque chose de caché. Si ce n'est pas une morale pour les adultes, c'est une morale pour enfants. Et la morale est une morale. Maintenant, l'enfant la comprend d'après son âge et l'adulte va la comprendre autrement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des profondeurs dans une histoire. Cette histoire est très profonde. Elle est même, je peux vous dire que c'est un texte qui sort d'un grand patrimoine soufi. Et c'est ça, parce que nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans cette dualité de sa'ada ou shaqa. Le bien et le mal aussi. C'est vivre heureux ou vivre triste. Avoir une belle vie ou avoir une vie dure. C'est sa'ada ou shaqa. On dit que l'ange Gabriel, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, au 40e jour, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui écrit sa destinée sur son front. Et c'est là où il écrit s'il va vivre bien ou s'il va vivre mal. Donc il y a un contexte soufi très profond dans cette histoire. C'est-à-dire que... Mais j'aimerais bien que vous nous le racontiez, que vous décortiquiez davantage cet aspect, justement. Justement, parce qu'en fait,
Il y a Saada et Shaka, donc c'est un duel de la vie, c'est une dualité. Il y a bien sûr le bonheur et le malheur, il y a la vie, il y a la mort, il y a Zulumat et il y a Nour, donc il y a toujours des contrastes et des contraires dans la vie. Bon, mais donc si on suppose que ce monsieur est venu au monde pour rester et vivre dans le Shaka, il est impossible de le transverser et de le ramener vers l'autre côté, vers Sarada. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a Dans un peu- oui. deux routes bien distinctes. Bien distinct, peut-être même parallèle, je Exactement. dirais. Voilà. Merci beaucoup, Siham. Oh, mais je vous Ce en fut prie. passionnant comme d'accoutumée. Alors, c'est vrai que vous parliez de destinée. Il y a aussi des instruments pour faciliter, pour accélérer aussi la cadence à ceux qui veulent entreprendre dans la vie, hein, à l'instar N'est-ce des pas? jeunes étudiants ou des jeunes porteurs d'idées et de projets. Donc, aujourd'hui, dans notre émission, nous allons présenter un des accélérateurs ou incubateurs. Il s'agit de Set2Hub. Mais c'est vrai qu'on a beau pousser la charrette, mais si la personne n'a pas la Ne fais pas volonté, d'effort, non. si ça la sert à personne rien. ne fait pas l'effort et qu'elle n'a pas aussi les prédispositions en elle, Exactement. on ne peut pas Non, non, on peut réussir un projet. tout. Voilà, on va parler de réussite, aussi de projets innovateurs avec Set2Hub, donc, qui est à l'honneur. Il s'agit d'un incubateur dont on parlera tout à l'heure. On parlera de son rôle et aussi de ses actions dans le futur immédiat. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Voilà, merci d'être là, mesdames, messieurs. On vous parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, de solutions innovantes à travers aussi le regard et aussi le rôle des incubateurs chez nous. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Set2Hub, représenté aujourd'hui par Nour Boubaker. Bienvenue, Nour. Merci. Ça va? Merci beaucoup, ça va et vous? Je pense que notre dernière rencontre remonte à déjà une année, il me semble, hein. C'était lors de la première édition de Oui, votre tout à concours. fait. Voilà, Oui, tout l'objet à fait. justement de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est bien sûr ce challenge. Voilà, Tout parce à que fait. c'est un défi que vous lancez à tout porteur d'idées, tout porteur Exact. de projet. Ça s'appelle Algerian Climate Change Ouais. Challenge. Voilà. Tout à fait, Tcha, tout à tcha, fait, tcha. c'est ça. Voilà. Donc c'est un challenge qui est autour, enfin dans le cadre du changement climatique, qu'on organise justement exprès pour sensibiliser aussi les jeunes personnes sur les problèmes qu'induit le changement climatique autour de nous et autour de notre environnement. Cette année, donc, nous organisons avec notre incubateur de Branco la deuxième édition du challenge qui s'appelle Agile Climate Change Challenge justement, et où on propose différentes thématiques afin de recevoir des idées de projets innovantes.
Donc la différence entre l'an dernier et cette année, c'est que l'an dernier, c'était un appel à projet pour les personnes entre 16 et 26 ans. Donc ça ciblait plus les étudiants et les lycéens. Cette année, on a un peu élargi la tranche d'âge, donc c'est entre 16 et 36 ans, afin de cibler plus les étudiants, les lycéens, les personnes issues de formation professionnelle et aussi les chercheurs et doctorants. Voilà, donc, et d'ailleurs on a eu des collégiens parmi les candidatures, Quand donc même. c'était assez sympa quand on a vu collège. Donc c'est ça, donc c'est un appel à projet pour tout le monde, donc dans différentes thématiques, donc c'est l'énergie verte d'abord, puis la biodiversité, le recyclage des déchets et le recyclage alimentaire, qui est une thématique assez importante, et la transition énergétique. Voilà. Très bien. Donc, c'est vrai que l'appel a été lancé pour tout participant désirant justement relever le défi, je dirais, le challenge. Mais vous avez décidé vraiment de prolonger le délai, la deadline, qui devait s'arrêter aujourd'hui en fait. Effectivement, voilà. Donc c'est aujourd'hui que nous allons clôturer. Il se peut qu'on prolonge d'une journée jusqu'au ou 5. deux. Voilà, on va voir. Après, c'est selon aussi les candidats qu'on reçoit. On est quand même à on a reçu beaucoup de candidatures, oui. mais on veut toujours plus pour avoir les meilleurs projets. Voilà. Les meilleurs profils, les meilleurs candidats. La crème de la crème. C'est ça. Voilà. C'est vrai que la sélection va avoir lieu très prochainement, donc dès clôture justement de cet appel à candidature, il y aura un jury de qui est composé. Il y a un petit comité qui se charge de la sélection des candidats. Donc il y a différents experts, donc selon les thématiques et selon aussi on va dire le sujet, le cœur de l'entrepreneuriat, pour connaître un peu les projets et leur état d'avancement. Donc c'est ça, donc il y a un petit comité qui se charge de ça. Voilà, donc ce comité va permettre une première sélection de 16 personnes à peu près. Effectivement. Voilà, ça va être la première étape. Et puis s'en suivront d'autres. Avant de parler de ces étapes, moi je tiens quand même à souligner que vous avez un partenaire précieux. Hein. Voilà, 2 partenaires précieux, ce sont des clubs scientifiques. Plusieurs quand même, oui. Mais les plus fidèles en fait, c'est Elite et Vic. C'est ça, donc on fait appel aussi au club parce que c'est un peu les jeunes en fait qui doivent prendre la relève de ces aspects-là, tels que les soucis induits par le changement climatique. Donc aussi on fait appel au club scientifique pour leur apprendre aussi pour leur apprendre un peu de la graine, comme on dit. Et justement, il y a le club élite de l'Université de Bichar et le club VIC de l'École nationale polytechnique. Et justement, qui se donnent beaucoup, vraiment à fond pour l'organisation de ces différents challenges qu'on organise, etc. On a aussi des partenaires médias. Ils font courir le bruit, comme on dit. Totalement. C'est dans les réseaux sociaux, ils ont leur réseau, ils mettent à profit ce réseau, et ils ont aussi leurs entrées dans les universités. Tout à fait. Ça aide énormément à drainer justement tous ces porteurs de projets, n'est-ce pas? Exact, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à cibler les jeunes d'un côté. Et c'est ça, vraiment, les clubs scientifiques, c'est quand même important. C'est quand même important dans ces différents domaines. Il y a beaucoup de porteurs de projets étudiants et beaucoup de personnes avec des idées innovantes, peu importe les thématiques, et ça, c'est quand même très très bien. Donc, mais il y a aussi ces petites locomotives, ces leaders, comme on dit, les leaders de demain, parce qu'il y en a qui sont un peu au devant de l'action, qui sont un petit peu, qui contaminent un peu les autres. Et ceux-là, déjà, ce sont des pépites à découvrir. Tout à fait. Et à aider peut-être dans ces actions de communication. Tout à fait.
et comment dire, de contact et de public relations. Voilà, Tout pour à rester fait. un petit peu Ben, dans ils apprennent, Oui. ils apprennent, parce que quand même un club scientifique, c'est comme c'est une organisation, et une organisation doit avoir une certaine structure, et grâce à cette structure-là, ils apprennent à gérer une organisation, justement, comme vous avez dit, tout ce qui est relations publiques, etc. Et ça, c'est un peu, c'est une base d'expérience quand même assez importante. Donc déjà, On a vu félicite leur beaucoup motivation, aussi. on a eu l'occasion Tout à de les fait. rencontrer, on a Tout à vu fait. à quel point ils étaient motivés par C'est ce exact. challenge. Alors on C'est va exact. justement revenir sur Algerian Challenge, non, Algerian Climate Change Challenge. Ouais, Donc voilà, la deuxième édition est déjà en cours. tout à fait. On parlait déjà de cette première étape où il y aura 16 candidats Tout en à fait. lice. Alors, comment ça va se dérouler? C'est qu'il y a aussi un petit changement contrairement à l'an dernier. Cette année, ça va se dérouler enfin, on va se dire en accéléré sur la première étape. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présélectionne les 4 personnes par thématique. Il nous fait 16 personnes, justement. Et pendant la semaine, on organise 2 ou 3 workshops accélérés sur tout ce qui est business model, business model, pitch, etc. Et on organise enfin la demi-finale pour vraiment que les 16 participants présentent leur projet devant un jury. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça sera virtuellement. D'accord. Jusque la demi-finale, donc ça sera diffusé à partir d'ICT Maghreb, le salon ICT Maghreb, pour le jury, mais non pour les participants. Et ensuite, donc, on va sélectionner 2 personnes par thématique, ce qui va nous faire 8 personnes. Et par la suite, donc, ça sera une série de workshops et de conférences et aussi de one-to-one avec des experts qui vont les accompagner jusqu'à la finale. Donc, puis le bootcamp qui va se dérouler le 24, 25 et 26 au niveau de la Bilad Béchar, donc à Tarit, comme l'an dernier. Voilà, mais avant d'arriver à l'étape finale, on va Oui. donner la date aussi de cette demi-finale. Oui. Ce sera pour le 15 mars. Le 15 mars. Le Tout à 15 fait. mars prochain, donc Tout à fait. ce sera en ligne. Oui. Et bien sûr, tout investisseur potentiel est aussi convié à Oui. découvrir toutes ces pépites, Tout à fait. ces graines de promoteurs qui viennent à vous. Et donc, ils peuvent le découvrir. On peut peut-être donner une adresse, rappeler sur quelle plateforme ils peuvent voir tout ça. Oui, alors c'est sur notre page Facebook aussi. Et aussi les pages des clubs. Donc il y a notre page Tech2Hub Incubator, donc de Branco Engineering et Consulting. Et on a donc Tech2Hub, c'est TEK, TEK2HUB. Et aussi il y a les plages du les pages du club Elite et du club Vic. Voilà, qui vont aider. Donc, l'incubateur donc, qui œuvre justement dans le sens d'encourager les nouvelles startups, les nouveaux porteurs de projets actifs depuis 2 ans. Et puis, au cours de l'année dernière, donc il y a eu cette première édition, on peut revenir peut-être sur les gagnants pour montrer la qualité des projets auxquels vous avez abouti en fin de compte. Alors l'an dernier, on a eu 4 gagnants, donc comme cette année. Le 4e, on l'appelle le favori du jury. Donc c'est vraiment le coup de cœur du jury. Donc, ah bon, 4e, oui. non pas premier? Alors c'est bizarre. Parce que le 4e projet était un projet d'une lycéenne de 16 ans. Oui. Qui proposait une solution d'élevage, pardon, je perds mes mots de beau matin, d'élevage de poissons de Gambosia pour lutter contre les moustiques au niveau de Béchar. Donc c'était ça le projet, donc c'est pour ça que c'était le favori du jury. Les 3 autres projets, donc le premier c'était une équipe de doctorants, chercheurs aussi au niveau de Béchar, qui avait proposé du biocharbon à base de déchets. Voilà, de déchets organiques, etc. Il y a eu aussi le deuxième. Moi j'ai retenu un projet, la microalgue. On est passé avec eux. La dernière fois, c'était il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, en fin de compte, c'était Aquayet. Donc, c'était les gagnantes du Safe Food Challenge et non pas du Algeria Climate Change Challenge, qui était justement le Ready for Invest, le premier prix, et qu'on accompagne aujourd'hui avec notre incubateur depuis 1 année et demie, voire 2 ans. Une véritable success story se dessine devant eux, ce profil, parce qu'elles ont monté leur entreprise, elles ont réussi à avoir les moyens de produire cette microalgue du côté de Béchar.
Donc voilà, c'était pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin que vraiment c'est du concret. Ce ne sont pas seulement des concours comme ça qui n'aboutissent nulle part en fait. On va donner un trophée et puis hop, on oublie ce participant, ce candidat qui est plein d'idées et plein de génie. Donc voilà, donc où en sont les gagnants de la précédente édition? Vous les avez suivis Alors oui, nous avons fait un accompagnement, nous avons fait nous avons fait un accompagnement d'incubation pendant 6 mois qu'on nous avons offert justement pour les 3 premiers prix. Donc il y en a certains qui ont fini par concrétiser leur projet, il y en a certains qui ont pu prototyper, il y en a certains qui se sont désistés grâce aux études, etc. Donc il y avait différents profils et différents états d'avancement donc, des projets. Donc chacun avait un objectif précis. Donc c'est ça. Voilà, il faut rappeler maintenant qu'on parle, mesdames, messieurs, si vous venez de prendre le train en marche, d'un très beau challenge, un défi lancé par l'incubateur et l'accélérateur Set2Hub, représenté aujourd'hui par Nour Boubaker. Et donc, on parlait de cette très belle idée, initiative. Vous pouvez peut-être rappeler, résumer un petit peu en quoi ça consiste et quand aura lieu la finale. Ok, alors il y a aussi un détail que j'oublie pas, c'est que nous avons l'accompagnement, nous sommes parrainés par le ministère délégué aux startups et à l'économie de la connaissance sur ce challenge-là, et aussi au ministère de l'Environnement, donc pour les différentes thématiques qu'on propose. Et pour résumer un peu le challenge, c'est un appel à projet qui a pour but de détecter les potentiels porteurs de projets dans les 4 thématiques que j'avais. Peut-être qu'il serait judicieux de les rappeler dans la mesure où il y a un prolongement de la date de dépôt des dossiers jusqu'au 5 et peut-être même plus, on ne sait jamais. Alors, donc allez, on rappelle les thématiques, comme ça s'il y a un universitaire qui s'est oublié en route, il rattrapera peut-être le peloton. Alors, donc, comme je disais, les thématiques, c'est l'énergie verte, la biodiversité, la transition et l'efficacité énergétique et le recyclage des déchets et le recyclage alimentaire. Donc, normalement, aujourd'hui, se clôture l'appel à candidature, mais il y a une petite, comme je disais, une petite exception. Une petite rallonge exceptionnelle, tout à fait. Qu'on laisse l'appel à candidature ouvert jusqu'à jeudi maximum. Donc, on va sûrement préciser ça sur nos réseaux sociaux, donc ils seront tous au courant, mais le plus important c'est qu'aujourd'hui la clôture officielle, donc après on verra qui n'est pas si officielle que ça finalement, on va dire comme ça. Merci beaucoup Nour Boubaker, je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle rencontre qui est attendue du côté de Béchar, et ce sera le 25, le 24 et le 26, c'est ça? Tout à fait. Très bien, donc pour justement découvrir les meilleures idées et les meilleurs porteurs de projets. Merci aussi à ceux qui nous suivent ce matin dans un petit moment. Donc notre émission se poursuivra, on va dire au revoir à notre invitée ici présente et à vous, on dit à tout de suite.
contente de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors voilà, notre invité suivant est déjà en place, tout comme moi. Et puis bienvenue à Monsieur Maïs, ici Ok. présent. Ça va? Merci, ça va bien. Et il y a eu beaucoup de trafic avant votre arrivée, Ah n'est-ce oui, pas? beaucoup de trafic. La route ne vous a pas aidé ce matin, mais fort heureusement, vous êtes parmi nous. On est très heureux de vous recevoir. C'est à moi pour vous remercier pour votre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chef d'entreprise, une entreprise qui est parmi les leaders dans le domaine énergétique et en fait dans le domaine de l'énergie renouvelable en particulier. Exactement, oui. Pour commencer, je suis M. Maïs Hadj Ahmed Mustafa. J'ai un master en génie électrique, option énergie renouvelable de l'Université technique de Malacca de la Malaisie. Je suis responsable des marchés et communication au sein de l'entreprise Sal Dimal Énergie et Électricité. Le gérant, c'est M. Khafiani Gilil Moussa. Une belle petite équipe, je dirais, qui donne du meilleur d'elle-même pour offrir un accompagnement. Donc, c'est une entreprise de service essentiellement dans le domaine de l'installation d'équipements énergétiques. Exactement, oui. Donc, DIMA, c'est une entreprise multidisciplinaire dans le domaine de l'énergie solaire. On existe dans le marché algérien depuis 2006, c'est-à-dire dans l'électricité industrielle et l'éclairage public. On s'est engagé dans les énergies renouvelables, spécialement l'énergie solaire, en 2012. Et depuis, on existe sur le marché. On est parmi les leaders fournisseurs, parce qu'on a aussi d'autres opérateurs économiques avec nous. On va découvrir tout ce panel d'activités ô combien intéressant. On va comprendre pourquoi dans un petit instant. Le temps pour nous et pour que les téléspectateurs également qui nous voient ce matin puissent découvrir ce reportage. Cap sur Tindouf pour découvrir une initiative toujours dans le même domaine de la part de la direction de l'énergie de la wilaya de Tindouf. Il s'agit d'une opération de distribution de kits, justement, de kits solaires. Et c'est signé Nesrine Ben Saïdi. On revient juste après. Cette chef d'entreprise a choisi de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Dans son atelier, Fadela fabrique des panneaux photovoltaïques qu'elle compte installer à travers les zones d'ombre que compte le pays. Nous allons aider beaucoup de personnes à travers ce projet, notamment les citoyens issus des zones enclavées. C'était mon rêve de concrétiser cette idée. C'est un projet prometteur qui se base sur les énergies propres et à moindre coût. J'ai reçu une aide de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Tout comme Fadela, de nombreux jeunes porteurs d'idées innovantes ont besoin d'aide, assistance et orientation pour mettre leurs projets sur pied. Lors de cette rencontre à Skikda, qui a réuni des jeunes porteurs de projets, des chefs d'entreprise et des formateurs de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, plusieurs encadreurs étaient présents pour écouter les jeunes et les orienter. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'importance de créer sa propre entreprise. Beaucoup de jeunes ont des idées intéressantes mais qui ont juste besoin d'orientation. Grâce à leur projet, ils vont créer des postes d'emploi pour les autres. Beaucoup de jeunes porteurs de projets intéressants craignent de se lancer dans l'entrepreneuriat car ils sont mal informés. C'est une bonne initiative. Grâce à cette rencontre, j'ai pu avoir beaucoup d'informations pour concrétiser mon projet. En plus d'échanges d'expériences et de possibilités de partenariat, cette rencontre vise aussi à créer une plateforme économique au profit des micro-entreprises. Et notre invité d'aujourd'hui participe souvent à ces rencontres, à ces séminaires en vue justement d'élargir tous ces participants au changement, à la mutation énergétique à travers toutes ces énergies renouvelables, les énergies propres comme on l'appelait tout à l'heure. Et bien sûr, vous faites partie de ces personnes qui ont qui ont été dans le sens du programme de notre État, de la nation, en faveur justement de cette mutation énergétique. Bien. Justement, parmi les valeurs de notre entreprise, c'est l'ouverture et la collaboration avec les organismes de la tutelle du secteur de l'énergie, aussi avec toutes les personnes. Donc, souvent, c'est-à-dire, on participe
à des journées techniques, des portes ouvertes, des journées d'études, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, des journées ouvertes, par exemple l'année Star sur le milieu scolaire, pour sensibiliser, c'est-à-dire les étudiants et les jeunes, de cette énergie, et que, c'est-à-dire l'orientation vers cette énergie est possible, les solutions sont matures et ils sont fait preuve dans... c'est-à-dire Justement, les preuves, vous les avez données, vous, sur le terrain. Hein, depuis 2012, vous offrez des solutions fiables, vous accompagnez aussi des porteurs de projets, vous les conseillez et vous les aidez dans l'installation de leurs équipements, n'est-ce pas? Et donc, il y a plusieurs secteurs, celui de l'agriculture, entre autres, et ainsi. C'est vous qui avez donné la suite. Ok, merci beaucoup. Donc, plusieurs projets ont été lancés par les autorités, par exemple le projet d'alimentation des écoles primaires et les mosquées par des kits, par des générateurs photovoltaïques. Il y a aussi, c'est-à-dire les kits solaires pour les zones éparses qui vont répondre aux besoins fondamentaux d'éclairage et de petites électroménagers. Mais c'est-à-dire, puisqu'on est toujours sur le terrain, c'est-à-dire une fois un citoyen dans ces régions lointaines où il n'y a pas de réseau électrique, il a, c'est-à-dire sa propre énergie. Donc, c'est une satisfaction, c'est une joie. Donc, c'est plus qu'une histoire commerciale pour vous. Exactement, oui. C'est aussi une passion, oui, au fond. Hein. Exactement, oui. Pour notre équipe, le solaire devient une passion, plus qu'une source d'énergie. La région la plus lointaine que vous avez pu couvrir, c'était où? On a pratiquement, c'est-à-dire travaillé, on a allé tous les 4 coins du pays, c'est-à-dire le sud au nord, les zones montagneuses, les steppes, les hauts plateaux, le Sahara, c'est-à-dire à l'instar Tindouf, Ilizi, Tamarrasset, Timiaouine, Ingezem. D'ailleurs, en 2016, l'aéroport militaire de Ingezem, on l'a doté par l'éclairage solaire, ainsi que, c'est-à-dire des lignes d'éclairage solaire à Tindouf. Oui. Et aussi l'hôpital de Tindouf. En plus des installations domestiques que vous avez aussi opérées dans différents endroits, différentes zones enclavées aussi. Exactement. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sollicitent nos services pour alimenter leur habitation par l'énergie solaire, surtout au bord de la mer, c'est-à-dire quelques villages touristiques, les montagnes, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, et surtout le Sahara. Le sud, oui. Parce que notre entreprise d'Imel, on est leader dans le pompage solaire pour les agriculteurs. Donc, on est aussi représentant de plusieurs marques, c'est-à-dire internationales, soit allemands, ou bien chinois, ou bien italiens. Donc, pour le pompage solaire, ça donne beaucoup de résultats. On espère que, c'est-à-dire, ces opérations vont être subventionnées et que notre expérience, toujours on la partage avec la tutelle. D'ailleurs, je profite de remercier tous les acteurs, c'est-à-dire soit Monsieur le ministre de la Transition énergétique, Monsieur le commissaire aux énergies renouvelables, les centres de recherche. On a par exemple le cluster énergie solaire où on est membre. Donc toujours on a des échanges entre nous. C'est vrai que vous œuvrez aussi à cette transformation des espaces publics aussi en espaces autonomes par des installations et voilà, d'équipements solaires. Et ça, je parle de l'éclairage public. Et ça vous a donné, ça vous a stimulé pour aller beaucoup plus loin que seulement voilà, ces offres de services ou plutôt cet accompagnement en tant qu'installateur, en tant que conseiller. Très très bien, mais tu as touché, c'est-à-dire ça c'est vraiment secteur ça c'est le développement de votre entreprise. Hein, exactement. C'est vraiment l'ouverture. Parce que l'éclairage public, c'est-à-dire toujours, c'est un secteur énergivore actuellement. Donc le fait de faire la substitution aux luminaires LED, on va gagner plus de la moitié de la facture d'électricité. Aussi, c'est-à-dire l'intégration de l'énergie solaire dans l'éclairage public, ça devient autonome, facile, fiable.
Bon, par exemple, nous, on a engagé même dans l'industrie des luminaires LED, on a une unité de production au niveau de Kellytools avec c'est-à-dire des niveaux de protection hautes et de bonne qualité. La société DIMA toujours à prendre l'initiative d'introduire, c'est-à-dire les nouveautés sur le marché algérien. Donc on est toujours connu parce qu'on est un groupe de chercheurs, ingénieurs, techniciens, masters, même des doctorants, c'est-à-dire d'ici ou bien des universités internationaux. Aussi, c'est-à-dire nos fournisseurs c'est-à-dire toujours on les pousse pour nous donner, c'est-à-dire transférer le savoir-faire. Le savoir-faire et la meilleure qualité de produits vraiment à placer dans notre... Parce que maintenant, j'imagine qu'avec ce recul de plusieurs années, donc depuis 2012, vous êtes sur le terrain et vous connaissez parfaitement un petit peu les besoins réels. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays, le climat, et ce qui convient et ce qui ne convient pas, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, c'est-à-dire juste d'après mes connaissances sur le terrain et d'après, c'est-à-dire le profil de consommation, où on trouve par exemple les ménages et le secteur résidentiel constitue plus de 40%, à peu près 42% de la consommation de l'électricité. L'autre secteur, c'est le transport. Donc c'est là où il faut faire, c'est-à-dire des actions pour minimiser. Et vraiment, c'est très possible. Et maintenant, on sent qu'on est, c'est-à-dire, on peut, c'est-à-dire, arriver à cet objectif. Oui. D'autre part, il faut dire que notre pays est vaste et que le soleil ne manque pas dans notre pays, quelle que soit la saison. Donc c'est vraiment l'avenir. Voilà, c'est vraiment l'énergie de substitution. Hein. Exactement. C'est-à-dire, l'Algérie a un très grand potentiel solaire. Le soleil brille pour tout le monde, donc c'est une source d'énergie gratuite, propre, inépuisable, c'est-à-dire décentralisée surtout. Donc à n'importe quel endroit, on peut, c'est-à-dire créer la richesse, créer, c'est-à-dire une entreprise, parce que tu vois que, c'est-à-dire l'énergie, c'est un pilier de développement, c'est-à-dire. Oui. Donc l'énergie solaire devient, c'est-à-dire c'est une arme pour, c'est-à-dire l'équitance sociale entre tous les endroits du pays. Et ça profitera aux populations dans la mesure où il y a une réduction du coût voilà, de la consommation électrique dans notre pays grâce à cet élargissement. Merci. Je vais aussi, c'est-à-dire ajouter quelque chose. C'est-à-dire moi j'étais un peu surpris parce qu'il y a quelques zones, je dis le Bayad, je dis peut-être Gardaya, je dis Béchar, ces gens-là, c'est-à-dire ils connaissent l'énergie solaire. Oui. Parce que vraiment ils n'ont pas de l'électricité, donc cette source d'énergie devient familiale avec eux. Oui, dans certaines régions. Et c'est bien, j'espère que toutes les wilayas verront ce changement également. Oui. Aussi, c'est-à-dire le marché, c'est-à-dire l'organisation du secteur de l'énergie solaire, ça commence, c'est-à-dire à voir la lumière. Par exemple, on attend avec patience quelques projets ou bien quelques programmes. Par exemple, c'est l'agrément des bureaux d'études et des installateurs. Bientôt, c'est-à-dire le ministère de la transition énergétique, c'est-à-dire vont valider justement l'agrément des bureaux d'études, parce que l'étude des projets, c'est vraiment très actuellement, important. on dit avec d'email, on garantit cette étude et gratuitement. Et pas seulement vous, en fait, voilà, tous les organes de consulting dans le domaine de l'énergie solaire sont précieux dans la mesure où ils offrent la possibilité de connaître le terrain au mieux pour bien installer les choses. Merci infiniment pour votre participation. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, merci à chers téléspectateurs. Oui. Donc, on espère qu'on aura d'autres occasions pour parler davantage sur ce secteur. Bien sûr, on a dit c'est vraiment le créneau et le secteur d'avenir pour notre pays. Merci beaucoup Moustapha Maïs de nous avoir permis de parler de ça, de cette source énergétique qu'est le soleil, tellement précieuse et tellement aussi source aussi de revenus pour certaines régions. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Merci à ceux qui sont avec nous. Voilà, c'est le moment d'avoir une pause musicale, hein, une très belle
voix qu'on vous propose ce matin, celle d'El Kourd, puissante et aussi très sensible. Très sensible. Donc c'est le moment de retrouver Sid Ahmed Bourayeub pour le meilleur de l'actualité sportive. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour Radia. Ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah. Ça va? Vous avez fait votre séance de sport? Oui. Pas encore. Non. Ouais, L'après-midi, ça y est, Inch'Allah. vous êtes lancé, c'est bon. L'après-midi, Inch'Allah. Donc il reste plus que moi, mon Dieu. On va y arriver petit à petit, on va y arriver. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sports, n'est-ce pas, dans ce résumé que vous nous proposez. Oui, exactement. Donc on va commencer par une info toute fraîche. C'est l'exclusion de la Russie par la FIFA et l'UEFA de toute compétition footballistique. Absolument, Donc, c'est vrai. voilà. La nouvelle est tombée hier et c'est vrai que bon, c'est dommage pour les sportifs qui vont vraiment quitter justement ces compétitions internationales ô combien utiles pour leur performance personnelle. Oui, surtout que la Russie est toujours en course pour la qualification mondiale. Oui. Donc ça va se jouer sans les Russes. Entendu. Entendu. On y reviendra peut-être dans d'autres éditions. Aujourd'hui, on va parler d'avion aussi. Oui. Alors, petite info aussi sur la boxe. Oui. Avec la médaille d'or décrochée par Iman Khalif. Encore une fois, Iman Khalif qui s'est distingué à l'Open de Chiugova. Alors c'est en Bulgarie, Iman Khalif qui a décroché la médaille d'or en battant une ex-championne du monde chez les juniors, une Russe, Iman Khalif qui continue, qui progresse très bien même. Très bien, nous honore à chaque fois sur les tribunes internationales. Aux Jeux Olympiques de Tokyo et donc bravo à Iman. Oui, bravo à Iman, on est fiers de vous Iman Khalif.
Oui, il y a aussi l'aviron comme. Ah oui, 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 moi j'ai commencé par l'aviron parce que j'adore cette discipline. Je trouve ça magnifique. Non, l'aviron qui malheureusement ne sera pas présent à Oran pour les Jeux méditerranéens. Pourquoi? Pour quelle parce raison? que le Comité international des Jeux méditerranéens veut faire des Jeux méditerranéens de plage spécial. Oui, d'accord. Donc c'est en projet. Et malheureusement pour l'édition d'Oran, l'aviron ne sera pas présent. C'est bien dommage pour les athlètes qui ont dû se préparer, j'imagine. Oui, exactement, ils ont dû se préparer et qui font aussi de bons résultats, à l'image de la jeune Nihad Ben Chadli qui décrochait elle aussi une médaille d'or. C'était lors des mondiaux en indoor, en salle. Qui décroche la médaille d'or sur la distance de 500 mètres avec un temps d'1 minute 38 secondes, donc une très, très belle performance pour... Ah, je savais pas qu'on pouvait le faire en salle aussi. Ah, je l'ignorais. Ça s'est fait spécialement pour, surtout lorsqu'il fait froid. Les intempéries, voilà. Je préfère cette image, franchement, je préfère cette image. Voilà, parce que le vent aussi joue un grand rôle lorsqu'on navigue comme ça sur les flots. Oui, tous les sports aquatiques. Voilà, c'est une résistance, indépendamment. Bon, la machine, elle vous donne de la résistance et vous calculez la résistance, j'imagine, mais là, c'est de l'imprévu quand c'est le vent. Le vent joue toujours un rôle dans les jeux aquatiques qui se jouent à l'extérieur, à l'exemple aussi de la voile. La voile et même la natation. Dans les lacs et dans la mer. Bien sûr, parce qu'il y a la houle, parfois il y a ces courants qu'on ne maîtrise pas. Ça joue un rôle. On ne peut pas mettre un bouton et dire allez stop, tu vas à droite, tu vas à gauche. Non, on suit et on essaye de s'adapter. Ça peut aussi jouer un rôle favorable. Bien sûr. Oui, ça peut aussi booster. Ça peut vous pousser. Ça peut aussi booster. Comme on dit. Selon la chance de chacun. Effectivement. Et donc, là qu'est-ce qu'on... On va voir Nihad Ben Chadli qui reçoit sa médaille d'or avec... D'accord, voilà. Je lisais sur ma feuille hymne national, mais hymne national de quoi? Je me demandais. Voilà. Elle est sur le podium. C'était l'hymne national scandé, donc, qui donne toujours la chair de poule et cet emblème qui monte plus haut que les autres, c'est toujours un plaisir et une fierté. On espère le revoir beaucoup cette année. Oui, on l'espère. Ah, au vent, pourquoi pas. Oui, les athlètes se préparent justement pour toutes les disciplines confondues et on leur souhaite bonne chance. On rappelle aussi que les championnats nationaux d'aviron auront lieu à Oran ce week-end, Inch'Allah aussi. D'accord. Donc, elle y sera, donc, Nihad? Normalement, il y sera, oui. D'accord. Oui. Et justement, on va l'écouter après cette belle performance et cette médaille d'or. Bon, c'était pas facile, c'était très difficile parce que d'ailleurs j'avais un programme d'entraînement très très dur parce qu'il s'agit d'une compétition de très haut niveau. Donc c'était pas facile pour moi. En plus, je suis en même temps étudiante au niveau des STS. Donc j'ai pu alterner entre les deux, mes études et mon sport. Malgré le manque de moyens, j'ai pu réaliser mon rêve, voilà, ou bien mon objectif. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai pu gagner cette course. C'était pas facile. Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai pu réaliser mon rêve. Et c'était parfait, donc j'étais très contente. Surtout pour moi, pour ma famille aussi, ils ont été contents. Et voilà. Notre journaliste ressemble beaucoup à notre réalisatrice là. Je sais pas, j'ai eu cette impression, pas vous, Ahmed? Oui, c'est vrai. Si, le profil presque pareil. Ouais. Voilà. Donc bonne chance à Nihad Ben Chadli pour les futures compétitions.
Et on passe au football, donc on peut pas. Oui, on ne peut pas déroger à la tradition. Je me demandais pourquoi le football n'est pas en tête. Alors, c'est vrai que c'est pas l'actualité phare. Voilà, une médaille d'or. Deux médailles d'or, un championnat qui se profile. Mais bon, le sport phare, on le sait, c'est le football. On a quand même un sujet assez important aujourd'hui avec la conférence de presse du sélectionneur national Jamal Belmadi qui est revenu sur la CAN, la dernière CAN, mais surtout sur les 2 prochains matchs face au Cameroun pour les barrages du mondial. Donc, on va voir. On est à J-. On est à J, ça sera à la fin du mois. Allez, je vous ai posé une colle là. J-22, exactement. Allez, exactement, parfait. On est le 1er mars, donc dans 22 jours. Ça se rapproche à grands pas. Oui, j'imagine que le cœur des supporters, des fans des Verts commence déjà à battre la chamade avec l'avènement de cette date. Et surtout que le match retour se jouera ici à Blida, donc un avantage pour notre équipe nationale. On leur souhaite bonne chance, Inch'Allah. Donc on écoute le sélectionneur national. On va même avoir un sujet. Très bien, parfait. C'est un Jamel Belmadi souriant et détendu qui s'est présenté devant la presse ce matin. Le coach national s'est attardé sur le rendez-vous décisif de mars prochain face au Cameroun pour une qualification en Coupe du Monde. Avec au bout un ticket pour le Graal, le mondial qatari. Une chance de rachat et un doux rêve que caresse l'ancien joueur de Manchester City depuis son enfance. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, c'est la dernière vraie Coupe du Monde, celle que l'on connaît, la rareté de la Coupe du Monde, celui qui y participe, le privilégié qu'il est. Donc, on a tous envie d'y être, on a tous envie de vivre ces 8 mois d'euphorie, football, je parle purement football, 8 mois entre le mois de mars et le mois de novembre, et se préparer et aller peut-être faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Avant ça, il y aura un lourd combat. Plus qu'1 mois avant la confrontation de Douala, Belmadi et ses hommes sont déjà, depuis plusieurs semaines, à pied d'œuvre, au travail pour essayer de se retrouver dans quelques mois en terre qatari, une terre qui a souri déjà il y a quelques semaines à la sélection algérienne à Prime. Le rêve est donc encore permis. Tout est permis, effectivement, il faut garder l'espoir. C'est pas parce qu'on a été battu à la CAN que forcément on n'aura pas nos chances pour justement accéder à cette Coupe du Monde du Qatar. Non, au contraire, ça peut même être un stimulant pour effacer cette CAN vraiment catastrophique pour l'Algérie. Et une qualification mondiale, ça vaut vraiment son pesant chez Belmadi. C'était déjà l'objectif principal lorsqu'il avait signé son contrat. Donc, disons que l'équipe y travaille sérieusement et on leur souhaite bonne chance et beaucoup moins de pression que ce qu'ils avaient subi la première fois, Inch'Allah. Même le Cameroun a changé le staff technique, ils ont un nouveau sélectionneur. Donc un changement assez près avant un match aussi décisif, très décisif, donc on ne sait pas est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le sélectionneur et tout, mais c'est de bon augure pour nous, Inch'Allah, et on espère faire de bons résultats face au Cameroun. Oui, c'est vraiment le souhait de chaque Algérien, j'imagine, qui soutient son équipe nationale. Et c'est vrai que malgré les résultats de la CAN, les spectateurs et aussi toutes les personnes, tous les Algériens sont restés soudés et unanimes en disant on soutient l'équipe, on l'encourage jusqu'au bout et on croit en elle. Et c'est ce qu'on espère en tout cas. Puisqu'on sait ce que cette équipe peut faire, avec, on l'a vu lors de la CAN 2019, on peut, avec aussi la très belle série de 35 matchs sans défaite, on a vu que cette équipe pouvait vraiment atteindre un niveau exceptionnel. Et offrir du bonheur. Voilà. Comme on dit, l'équipe du bonheur. C'est comme ça qu'elle a été qualifiée. On continuera de dire que vous êtes l'équipe du bonheur. Donc on terminera par un mot de judo, n'est-ce pas? Oui, du judo avec le déroulement du championnat national qui s'est déroulé à Oran. Donc c'était un test event pour les Jeux méditerranéens. Donc il y avait vraiment une belle ambiance à Oran. Donc on va voir le sujet pour plus de détails. Ouais, on va voir les tatamis. 520 athlètes dont 196 dames représentant pas moins de 142 clubs issus de différentes régions du pays ont pris part à ce championnat national qui a duré 3 jours.
La première journée de l'événement qui se tient pour la première fois hors d'Alger et qui reprend après 3 ans d'arrêt dû à la Covid a vu les athlètes du Mouloudia d'Alger dominer les débats en empochant 3 médailles d'or sur les 5 mis en jeu. Les 2 médailles restantes sont revenues au club El Bahia d'Oran et à l'équipe de Bab Ahsen. Lors de la deuxième journée, 4 médailles ont été décernées. Chez les dames, Amina Belkadi de Bab Ahsen remporte l'or dans la catégorie des moins 63 kg, alors que chez les moins de 70 kg, c'est Souad Belkhal du MCA qui s'est distingué. Chez les hommes, Riles Ben Azzouk del Harrach chez les moins de 81 kg et Ardouane Messoud del Bahia chez les 73 kg sont les lauréats. الحمد لله قدرت نحافظ ونرجع اللقب تاعي باسكو العام اللي فات ديجا خسرت فينال قدرت نرجع اللقب تاعي الحمد لله يعني كومبيتيسيون اللي طاحوا معايا سي دي زاتليت ديال ليكيب ناسيونال تما يعرفوني ونعرفهم دونك قدرت نجيري كومبيتيسيون وان شاء الله مازال الخير القدام مازال شامبيونات دافريك اللي يجي ميديتيرانيا ان شاء الله ربي يكون معنا ويوفقنا ان شاء الله نمدوا كاع واش عندنا باش نقدروا نشرفوا الرايه الوطنيه ان شاء الله وكذلك نطلب من الشعب الجزائري يشجعنا لانه ما كاش غير كره القدم ميم الجيدو ان شاء الله يقدر يفرحهم ونجيبوا لي ماكسيموم تاع لي ميداي وفوالا بون كوراج لاصحابنا كامل. احنا اليوم الثاني هنا شاهدنا بروز مستوى مقبول فيما يخص هاد الشبان اللي ما يتجاوزش عمرهم 25 سنه اللي فيهم ان شاء الله امل كبير باش يحضروا الالعاب البحر الابيض المتوسط وحتى الالعاب الاولمبيه 2024. La troisième journée a également vu une domination des athlètes du MCA, avec les sacres de Mohamed Sofiane Ben Raqqa chez les plus de 100 kg, Oussama Kabri chez les moins de 90 kg, et Marwa Mamri chez les plus de 78 kg. ونفس السن امام مهبل سامي كانت مباراة شوية كانت مليحة ورانا بريبار ان شاء الله بطولة افريقيا وبطولة بحر ابيض متوسط ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. A rappeler que ce championnat national était aussi un test event pour les Jeux méditerranéens en 2022. Donc bravo. Bravo, félicitations. Belle organisation et un niveau, un bon une niveau. Très belle salle, un bon niveau. Il y aura et aussi... puis des médailles comme ça qui ont brillé. Ça me fait plaisir. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il y aura aussi un autre test event, ça sera en mai, ça sera les championnats d'Afrique qui reviennent en Algérie pour la première fois depuis 22 ans. Oh, donc, excellent. Un autre gros événement pour le judo algérien. 2022 apporte dans son sillage beaucoup de belles choses et de beaux événements, je trouve. Voilà, et on termine par un mot de foot encore. Et avec le déroulement de la 19e journée du championnat national cet après-midi. Alors le match Paradou Mouloudia d'Oran qui sera sur Canal Algérie en direct à partir de 14h30. Il y aura aussi Mouloudia d'Alger, NC Magra, Nahd HB Shelrom El-Aïd, RC Arba'a Usma d'Alger, Olympique de Médéa ASO Chlef et Ouidat Lemsan RC Relizan. Voilà, donc voilà qui est dit par rapport à ce planning de la journée pour les amoureux et passionnés de foot. Merci beaucoup Sid Ahmed. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Et n'oubliez pas votre sport. Ah, oui. Voilà. Merci à ceux qui sont toujours avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'initiatives louables dans le domaine de la médecine. Ils sont bénévoles, dévoués pour le bien et pour sauver des vies, pour donner le meilleur d'eux-mêmes aux patients. Il s'agit de médecins, bien sûr. Et tout de suite, on va découvrir un réseau pas comme les autres. Et c'est Sofiane Hamoudi qui les a rencontrés. Après consultation, le docteur Messoudi a programmé ce jeune patient de la wilaya de Médéa pour une intervention chirurgicale le 24 février. Le petit garçon qui souffre d'une ectopie testiculaire attend depuis déjà 8 mois pour subir une orchidopexie. Je suis très contente d'avoir obtenu ce rendez-vous. Nous habitons dans des zones très reculées et donc très loin de l'hôpital. Je remercie Dieu que mon enfant soit programmé pour subir son intervention chirurgicale. Et c'est grâce à la caravane des médecins bénévoles que cela a été rendu possible. On a ramené une équipe multidisciplinaire de plus de 70 médecins, chirurgiens, réanimateurs, même des amars, donc tout, même des radiologues. D'accord, on a commencé le 17, donc le 18 on a commencé sur le terrain. On a fait jusqu'à maintenant, en disant, 100 malades jour. C'est des malades qui sont en quête de chirurgiens, vu que
C'est des patients qui sont enclavés dans des zones avec des pathologies différentes. Donc là, on va essayer de maximiser notre rôle et faire le maximum de malades. La caravane, qui compte 75 chirurgiens, des médecins spécialistes et généralistes, ainsi que des paramédicaux, devra prendre en charge 1200 patients issus des zones enclavées. Des patients qui bénéficieront d'actes médicaux spécialisés. Environ 75 médecins, parmi eux 10 professeurs. Comme vous savez, cette opération a un caractère humanitaire destiné à soulager la souffrance des patients dans cette région. Pour rappel, cette caravane, qui en est à sa 3e édition, a été conjointement mise sur pied par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le réseau algérien des jeunes. Au lieu que le malade se déplace, c'est les médecins qui se déplacent, qui se rapprochent. Et c'était en coordination donc, avec les praticiens ici donc, de la wilaya de Médéa. Donc c'est eux qui ont fait le premier travail. Ils se sont déplacés à ces zones-là, qui sont très très éloignées. À noter que le staff médical pluridisciplinaire séjournera dans la wilaya de Médéa jusqu'au 25 du mois en cours, avec pour objectif de soulager les souffrances des patients rongés par la maladie. Et justement, l'opération a eu lieu aujourd'hui. Pour en témoigner, nous avons parmi nous Abdelmoumen Messaoudi, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va, docteur? Ça va, merci. Vous êtes en 4e année de chirurgie générale ou viscérale, selon les appellations. Oui, voilà. Ça va? Ça se passe bien? Ça va, oui, très bien, pour les études et tout. Je voudrais savoir comment vous trouvez le temps pour cette activité annexe, parce que vous êtes au sein de cette association, née en 2012, n'est-ce pas? En fait, le groupe active depuis 2012, mais voilà, il y a cette association qui s'appelle Algerian Network of Youth. C'est un petit peu ce réseau humanitaire dont on parlait dans le reportage, n'est-ce pas? Oui, c'est une association humanitaire. On fait des actions. Parmi les actions, c'est caravanes médico-chirurgicales. Donc c'est la 3e édition, comme c'est dit sur le reportage. Donc, on s'organise pour faire des dons et des aides aux différents citoyens des wilayas. Voilà, vous vous déplacez de ville en ville, bien sûr vous avez tout un programme, toute une organisation et vous êtes au sein de l'association organisé voilà, de très belle manière. Il y a des jeunes médecins, mais il y a aussi des spécialistes de renom qui vous épaulent dans vos actions, n'est-ce pas? Oui, c'est une organisation très difficile à gérer. On a tout un staff, c'est en collaboration avec le ministère de la Santé et le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Parce que pour faire des actions comme ça, c'est pas... Tu viens, tu rentres dans un bloc opératoire, tu opères, c'est un peu... Oui, parce qu'il s'agit de gestes chirurgicaux. Exactement. Hein. Même voilà. pour entrer dans un hôpital, c'est pas acquis pour tout le monde. C'est pas n'importe qui. Une association qui vient pour entrer dans un bloc opératoire ou une structure hospitalière. Donc, on s'organise avec le ministère de Santé, même de différents ministères pour l'hébergement, le transport et tout. L'habitat participe et contribue à cette action humanitaire, effectivement. Exactement. Ministère de l'Habitat. Il y a l'ONAT aussi qui vous soutient. Oui. C'est un partenaire précieux pour l'hébergement. Oui, c'est un partenaire pour le transport et tout. Donc, qu'on remercie. C'est le troisième. On va peut-être simplifier les choses pour les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. On va aller vers l'exemple Médéa, donc qui est qui vient d'avoir lieu. Donc vous vous êtes déplacé. La caravane comprenait quoi et qui? Pour Médéa, c'était exceptionnel. C'était une caravane. La première fois qu'on fait plusieurs spécialités comme ça et plusieurs hôpitaux. On a fait 7 hôpitaux. C'est en collaboration avec les autorités locales. Ils nous ont facilité les tâches. Donc, on a pris 7 hôpitaux. On a fait une réunion avec le directeur de santé de la wilaya, qu'on le remercie d'ailleurs. Et qu'il est parti, il est à Betna apparemment, il est muté. Donc, j'espère qu'il fera du bon travail autant à Betna qu'il l'a fait du côté de Médéa. Donc il vous a préparé le terrain, le DSP. Et il a ramené dans la réunion plus de 30 directeurs et DSP, les directeurs DMM et tout, des hôpitaux, même les chefs de service des différentes spécialités. On a discuté le manque de la wilaya. On a pris presque 70 médecins de différentes spécialités. Et des médecins locaux
ou votre caravane comprenait 70 personnes? Notre caravane comprenait 70 médecins, Très bien. plus les médecins locaux. Donc on travaille en collaboration avec les médecins locaux. Mais ce n'est pas par obligation. Non. Donc parce que c'est caravanes qui durent 4 à 5 jours. Donc, même le week-end, on travaille. Donc, les médecins ou les gens de la région, les paramédicaux et tout, on ne les oblige pas. On fait, dans la réunion, on dit que ce n'est pas par obligation, c'est par choix. Donc, c'est un truc humanitaire, bénévolat. Donc C'est une action qui n'est pas rémunérée. Exactement. Vous êtes là complètement dévoué, vous donnez de votre temps libre pour ces actions. Voilà. Parfois, vous êtes libéré aussi par votre chef de service Oui. quand il n'y a pas densité de Exactement, c'est ça. Pour nos médecins, les médecins qu'on choisit ou qu'on ramène avec nous, c'est par accord de leur chef de service. On leur envoie une invitation officielle et tout. Il y a l'accord du chef de service, l'accord du directeur de l'hôpital. Donc c'est un truc bien organisé pour ne pas tomber dans le désordre et tout. Donc on peut régler les problèmes de santé publique. Beaucoup de gens disent pourquoi, c'est quoi ça, les gens travaillent là-bas et tout, pourquoi. Mais non. Nous, on est là pour régler les problèmes de santé publique. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple, dans la chirurgie générale, il y a des problèmes de lithiase vésiculaire, des hernies et tout. C'est des problèmes qu'on ne peut pas les régler. Ce sont des spécialités assez rares. Parfois, dans certains hôpitaux, on trouve un manque de spécialistes. Oui, on trouve un manque de réanimateurs parfois l'ORL, parfois l'ophtalmo, parfois les radiologues. On prend avec nous, on comble le manque de cette wilaya ou les hôpitaux de la Ou la wilaya. structure hospitalière qui a des petits déficits. Donc Exactement. voilà, et donc le radiologue, les médecins qui vous accompagnent permettent d'établir des diagnostics là où c'est nécessaire et aussi de procéder à des gestes chirurgicaux. Oui, on opère des malades. Dès le début, on s'entend avec les chirurgiens de la région parce que pour la chirurgie, c'est un peu délicat. Parce que la chirurgie, personne n'est à l'abri des complications. Un chirurgien qui n'a pas de complications, c'est pas un chirurgien qui n'opère pas et n'a pas opéré. Donc, les complications, c'est décrite. La complication, elle est décrite. Donc, nous, on évite le maximum ces trucs-là. Donc, on reste en collaboration en coordination avec les chirurgiens locaux pour qu'ils prennent en charge après la complication. Voilà, le suivi, pour le suivi post-op. Si un truc léger, on peut le gérer. Si un truc, une complication majeure et tout, on le prend avec nous, on prend le dossier du malade et tout. Même pour les interventions chirurgicales, on ne peut pas prendre des interventions très lourdes parce que l'hospitalisation, ça va être long. Donc nous, on prend les pathologies bénignes et légères le malade il opère aujourd'hui, il peut sortir demain. Donc c'est un peu en ambulatoire. Mais ce qui est bien, c'est que ça profite aux populations enclavées, ça profite à des personnes démunies, des personnes qui n'ont pas eu de rendez-vous depuis longtemps. Donc ça désature aussi un petit peu les hôpitaux qui sont un petit peu submergés depuis la pandémie aussi. Oui, c'est ça le problème. Ces caravanes ont commencé à partir du début de la pandémie. C'est la 3e édition d'ailleurs, on est en 3e année du Oui, tout à Covid. fait. Donc, mais ça fait 3 ans. Exactement. Donc généralement les hôpitaux, les activités chirurgicales concernent les cancéreux et tout, beaucoup plus. Mais les pathologies bénignes, on les reporte, on les néglige un peu, mais les gens souffrent. Donc ces actions pour soulager un peu ces hôpitaux qui sont un peu saturés ou qui ont des manques à gagner. Oui, donc voilà, ce sont des actions, je disais, non rémunérées. Vous êtes tous bénévoles et vous dévouez complètement à cette action humanitaire. Comment vous vous sentez après chaque voyage? C'est un plaisir de voir soulager des gens, de voir les gens, par exemple, la midi aller à 100 km d'Alger. Vous voyez des gens vraiment qui peut-être ne connaissent pas l'hôpital parce qu'avant la caravane, on s'organise, les gens de la wilaya, les médecins généralistes de la wilaya font des sorties aux zones d'ombre lointaines, les plus lointaines possibles avec des ambulances et tout. Ils font la consultation primaire. Puis la deuxième consultation, c'est les spécialistes de la wilaya. Ils font le tri des malades qui vont être opérés, qui nécessitent une consultation spécialisée.
pour faciliter les tâches. Donc, on voit des gens vraiment... Dans le besoin. Ça, dans le besoin, ouais. Dans le besoin, donc bravo, hein. Chapeau bas. Donc à Médéa, vous avez eu en 5 jours 928 interventions de réalisées, c'est bien cela? Oui. C'est un chiffre quand même qui est impressionnant, c'est carrément le bilan je sais pas, d'un semestre ou d'un trimestre, non? Oui, c'est un bilan d'une année. Les gens, quand ils entendent 928 en 5 jours, c'est impossible, c'est tatati. Mais on explique ça, on a fait 7 hôpitaux, donc plusieurs spécialités. Oui. Même les médecins, les spécialistes de la wilaya, ils nous ont aidés. Donc, c'est tout le monde qui a fait les gestes, qui a opéré. Oui. Donc, par exemple, pour la CCI, la chirurgie infantile, on a fait plus de 230 interventions. Oui. Très donc bien. c'est... Alhamdoulilah. Eh bien bravo, hein, bravo. À travers votre témoignage, nous avons découvert un corps médical vraiment qu'on respecte de plus en plus. On les respecte depuis leur investissement dans cette pandémie, mais aujourd'hui, on découvre une autre facette grâce à cette association, l'association humanitaire Algerian Network of Youth, c'est-à-dire l'association algérienne, des jeunes. Groupe algérien, des groupes des Algériens, réseau des jeunes Algériens, des jeunes médecins algériens en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Vous vous occupez de la coordination au sein de l'association. Oui, je suis le coordinateur médical. C'est moi qui choisis les médecins. Je pars chercher les médecins. Oui. Je pars supplier les chefs de service pour qu'ils puissent me donner des médecins. Donc mais à l'aboutissement, vous êtes satisfait, content. Et nous aussi, on est content de vous découvrir, Abdelmomen Messaoudi, chirurgien en 4e année, donc chirurgie générale. Merci infiniment pour ce témoignage et bravo à tous les médecins qui travaillent avec vous et qui nous aident où qu'ils soient. Donc bravo et chapeau bas. Merci, c'est très noble et ça nous donne la chair de poule vraiment ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis donc tout au long de cette émission, ce programme. Nous terminons avec un petit clin d'œil à un chantre justement, Allah yarhamou, Amar Zahi, un chantre du Chabi, qui nous interprète une chanson en lien avec le thème justement At-Tabib A'raf Douaya. Et oui, voilà, ça c'était pour vous. Merci et au revoir mesdames, messieurs, à très bientôt.